Est-ce que tu connais cette sensation? Tu envoies un message. Un simple message. Et à la seconde où tu appuies sur « Envoyer », quelque chose se déclenche en toi. Une sorte d'attente tendue, un peu inconfortable, comme si une partie de toi restait suspendue dans le vide, les yeux rivés sur l'écran, à guetter le moindre signe de vie. Une notification. 2 petites coches bleues. N'importe quoi. Et plus le temps passe, plus ça devient difficile à ignorer. Tu poses ton téléphone, tu le reprends. Tu te dis que tu es ridicule, que tu t'en fais pour rien. Et pourtant, l'anxiété est là, bien réelle, qui s'installe tranquillement dans ta poitrine. Si tu te reconnais dans cette description, cette vidéo est faite pour toi. On va prendre le temps de comprendre ce qui se passe vraiment quand on vit ça, sans te faire sentir bizarre, parce que tu n'es pas bizarre du tout. Mais avant d'aller plus loin, si tu apprécies ce genre de contenu, si tu te sens compris et que tu trouves que ça fait du bien d'en parler, prends 2 secondes pour liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne. C'est un tout petit geste pour toi, mais c'est énorme pour moi, et ça m'aide vraiment à continuer à créer ce type de contenu. Allez, c'est bon? On y va. Premièrement, comprendre pourquoi on ressent cette anxiété, parce que ce n'est pas juste dans la tête. Quand tu envoies un message à quelqu'un qui compte pour toi, que ce soit un ami proche, quelqu'un que tu aimes, un collègue avec qui tu as eu une tension, ou même quelqu'un que tu commences tout juste à connaître, ton cerveau interprète cet acte comme une forme de vulnérabilité. Tu t'es exposé. Tu as dit quelque chose, demandé quelque chose, peut-être partagé une émotion ou une opinion. Et maintenant, tu attends une réaction. Et cette attente, elle active une région de ton cerveau qu'on appelle le système d'alarme, la même zone qui se met en route quand quelque chose d'incertain se profile à l'horizon. Ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une menace physique et une menace émotionnelle. Pour lui, l'incertitude, c'est de l'incertitude. Et il préfère se préparer au pire plutôt que de rester les bras croisés. C'est pour ça que ton cœur bat un peu plus vite, que tu relis 10 fois ton message pour savoir si tu as dit quelque chose de travers, que tu analyses le timing de la réponse comme si c'était un code secret à déchiffrer. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de l'immaturité. C'est ton système nerveux qui fait ce qu'il pense devoir faire pour te protéger. Et ça, c'est important de l'entendre vraiment, parce que beaucoup de gens se jugent énormément pour ça. Ils se disent qu'ils sont trop sensibles, trop dépendants, trop dans leur tête. Alors que ce qu'ils vivent est en réalité une réponse tout à fait humaine à une situation d'incertitude émotionnelle. Deuxièmement, il faut parler du lien entre cette anxiété et ce qu'on appelle l'attachement. Et là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Le style d'attachement que tu as développé depuis l'enfance, c'est-à-dire la façon dont tu as appris à créer des liens avec les autres, influence énormément la manière dont tu vis l'attente d'une réponse. Si tu as grandi dans un environnement où les réponses émotionnelles étaient imprévisibles, où parfois on t'écoutait et parfois on t'ignorait sans que tu comprennes vraiment pourquoi, alors ton cerveau a appris très tôt que les autres sont une source d'incertitude. Et il a développé des stratégies pour gérer ça. Pour certains, ça donne un attachement anxieux, une tendance à surveiller les signaux des autres de très près, à interpréter chaque silence comme un rejet potentiel, à chercher constamment la validation extérieure pour se sentir en sécurité. Et quand tu envoies un message et que tu attends, anxieux, c'est souvent cette partie de toi qui parle. Cette partie qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin de savoir que l'autre est là, que tu comptes pour lui, que tu n'as pas dit quelque chose de faux. Ce n'est pas une pathologie. C'est une histoire. Et une histoire, ça peut se comprendre, se déconstruire doucement, et même changer, avec du temps et de la bienveillance envers soi-même. Quand tu prends conscience que cette anxiété vient de loin, qu'elle n'est pas liée uniquement au message que tu viens d'envoyer mais à toute une façon d'être dans la relation, ça change quelque chose. Ça permet de ne pas tout mettre sur le dos de l'autre personne, et de ne pas non plus tout mettre sur ton dos à toi. Troisièmement, parlons de ce que cette attente te fait faire. Parce que l'anxiété ne reste jamais juste une sensation intérieure. Elle se transforme en comportement, souvent sans qu'on s'en rende vraiment compte. Tu envoies un deuxième message pour compléter le premier, alors qu'au fond tu voulais juste meubler le silence. Tu vas jeter un œil sur les réseaux sociaux de l'autre pour voir s'il est actif, et quand tu vois qu'il l'est, tu te demandes pourquoi il ne te répond pas.
Tu relis ton message en cherchant une formulation qui aurait pu mal passer. Tu imagines des scénarios, du plus banal au plus catastrophique. Il est en réunion. Il a vu le message mais n'a pas eu le temps de répondre. Il est fâché contre toi. Il t'évite. Et parfois, dans les moments où l'anxiété est vraiment forte, le scénario catastrophe prend toute la place et tu commences à traiter l'autre comme s'il t'avait déjà confirmé ce que tu crains. Tu te fermes, tu te protèges, tu te mets en retrait, alors que l'autre n'a peut-être juste pas encore regardé son téléphone. Ces comportements, on les appelle des comportements d'hypervigilance relationnelle. Et ils ont un coût. Ils fatiguent. Ils créent parfois des malentendus avec l'autre, qui peut percevoir ta tension sans en comprendre la source. Et ils renforcent l'idée que tu as besoin d'une réponse pour aller bien, ce qui, sur le long terme, ne fait qu'amplifier l'anxiété. Prendre conscience de ces comportements, c'est déjà un premier pas. Pas pour s'en vouloir, mais pour commencer à en sortir doucement. Quatrièmement, il y a quelque chose de très concret qu'on peut faire pour aller mieux dans ces moments-là, et ça commence par apprendre à habiter l'incertitude différemment. Je sais que ça peut sonner un peu abstrait comme ça, alors je vais être plus précis. L'une des choses qui amplifie le plus l'anxiété de l'attente, c'est l'idée que la réponse de l'autre a un pouvoir absolu sur ton état intérieur. Que si la réponse est rapide et chaleureuse, tout va bien. Que si elle tarde ou si elle est froide, quelque chose ne va pas. Et que ce quelque chose, c'est forcément de ta faute, ou le signe que la relation se dégrade. Ce que ça implique, c'est que tu confies ton équilibre émotionnel à quelque chose que tu ne contrôles pas du tout. Et c'est épuisant. Alors la première chose à travailler, c'est de recréer une sorte de sol intérieur stable, indépendamment de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Ça ne veut pas dire ne plus avoir besoin des autres, ça ne veut pas dire devenir insensible ou indifférent. Ça veut dire construire en toi un espace suffisamment solide pour que le silence de l'autre ne te fasse pas tout de suite basculer dans l'inquiétude. Concrètement, ça peut passer par des petites choses. Quand tu poses ton téléphone après avoir envoyé un message qui t'a coûté quelque chose, prends le temps de te demander ce que tu ressens, vraiment. Pas, est-ce qu'il va répondre ? Mais, qu'est-ce que j'ai besoin là, maintenant, pour me sentir bien dans mon corps ? Peut-être que tu as besoin de te lever, de marcher un peu, de boire un verre d'eau, d'appeler quelqu'un d'autre, de mettre de la musique. Tout ce qui peut te ramener à toi, à ce qui se passe dans ta vie en dehors de cette attente. Ce n'est pas une fuite. C'est une façon de ne pas laisser l'attente envahir tout l'espace. Cinquièmement, et c'est peut-être la chose la plus importante, il y a quelque chose qu'on évite souvent d'aborder, parce que c'est un peu plus délicat. C'est la question de ce que cette anxiété d'attente dit sur nos relations, et parfois sur la dynamique qui s'est installée avec certaines personnes en particulier. Parce que ce n'est pas anodin de remarquer qu'avec certains gens, tu es serein, tu envoies un message et tu n'y penses plus vraiment, tu sais que la réponse viendra quand elle viendra. Alors qu'avec d'autres, chaque message envoyé devient une source de stress. Et ce n'est pas toujours juste une question de ton propre système d'attachement. Parfois, la dynamique relationnelle elle-même contribue à cette anxiété. Peut-être que l'autre a des comportements imprévisibles. Parfois réactifs et chaleureux, parfois distants et froids, sans que tu comprennes pourquoi. Peut-être que tu marches sur des œufs dans cette relation. Peut-être que tu as peur de déranger, de prendre trop de place, de dire la mauvaise chose. Et dans ce cas, l'anxiété d'attente est aussi un signal. Pas un signal de quelque chose qui cloche en toi, mais un signal que quelque chose dans cette relation mérite d'être regardé de plus près. Est-ce que tu te sens vraiment libre d'être toi-même avec cette personne ? Est-ce que tu peux exprimer ce que tu ressens sans avoir peur de la réaction ? Est-ce que la relation est équilibrée, c'est-à-dire est-ce que vous prenez tous les deux des initiatives, tous les deux des risques relationnels, ou est-ce que c'est souvent toi qui te retrouves en position de demande, à attendre, à espérer ?